lancé l'enregistrement, j'attends juste qu'ils me disent que c'est OK. L'enregistrement est en cours, Céline, donc on est parti et je vais faire rentrer tout le monde dans la salle. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette session de webinaire. Avec Céline, on est très heureux de vous rencontrer. Bonjour Nicolas. Est-ce que justement Nicolas ou quelqu'un d'autre peut bien nous confirmer que vous nous entendez bien? Céline, on ne te voit plus, mais est-ce que tu peux parler aussi pour que vous nous entendiez toutes les deux? Je peux parler, bonjour. Donc, je suis très heureuse de t'accueillir, Céline, pour ce webinaire autour de la prise en charge de post-mortem de l'animal. Vous nous entendez bien, donc c'est super. Justement, le petit chat, là, vous êtes sur une plateforme dédiée au webinaire. Donc, c'est une plateforme tout à fait classique où on va vous exposer un petit PowerPoint avec des choses à vous partager. Et le chat, il peut être intéressant parce qu'on ne va pas obligatoirement vous donner la parole parce que vous serez quand même assez nombreux probablement. Mais par contre, vous pouvez vraiment utiliser ce chat-là pour poser toutes vos questions. Potentiellement, on pourra peut-être en prendre au milieu du discours, mais surtout à la fin, on va garder un temps pour échanger. C'est une chance pour nous d'avoir aussi Céline aujourd'hui et donc pour vraiment avoir son point de vue sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas au cours de la session, on remontera vos commentaires ou vos questions. Et puis, écoutez, il est déjà 32. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore très, très nombreux. Après, oui, Mylène, il y a un replay. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir le replay. On va commencer. Et en effet, je n'ai pas oublié d'enregistrer, donc ça y est, on y est. Avant de commencer, je voulais juste me représenter pour les personnes qui seraient nouvelles, qui viendraient d'arriver sur cette plateforme et sur ce webinaire. Moi, je suis vétérinaire, comme Céline d'ailleurs, sauf que moi, je suis française et Céline est plutôt québécoise, même si elle nous dira où est-ce qu'elle habite. Elle habite un peu partout, Céline. Je suis aussi docteur en écoéthologie, principalement des primates, et j'ai fait un Master 2 en éco-anthropologie parce qu'en effet, les grosses questions qui me passionnent intellectuellement et professionnellement, c'est vraiment les relations, les interactions entre les humains et les animaux. Et c'est pour ça que j'ai créé, il y a maintenant un peu plus d'un an, Solam, qui est un espace, une entreprise aussi, dédié à l'accompagnement de la fin de vie des animaux, avec une activité vraiment de domicile auprès des animaux vieillissants en fin de vie et pour les euthanasies aussi à domicile. Et je fais de la formation pour les équipes vétérinaires et très très prochainement pour les professionnels intéressés par le sujet. Et donc voilà. Je me permets juste avant de donner la parole à Céline de vous rappeler que ces webinaires sont en effet en replay, qu'ils sont enregistrés, ils sont accessibles sur la chaîne YouTube de Solam. Le dernier, c'était 15 avril sur l'euthanasie à domicile. Vous pouvez aussi scanner là, le QR code pour s'inscrire à la newsletter, comme ça vous êtes sûr de ne pas louper ces événements. Il y a Céline qui venait de me dire qu'elle essayerait aussi de le mettre dans sa propre newsletter. Donc, je me permets de vous mettre justement les deux liens aussi dans le chat pour ceux qui n'ont pas trop envie de gérer le QR code. Et puis après, on va pouvoir commencer. Céline, je te laisse la parole pour te présenter d'abord. Oui, en tout cas, je suis enchantée, Marie, d'être là parce que c'est tellement incroyable de rencontrer quelqu'un avec qui on a tellement de choses en commun. Moi, je n'ai pas fait d'études en éco-anthropologie. Moi, c'est ça, j'ai appris ça sur le plancher des vaches, sur le tas de fumier, vraiment, à force finalement d'être en pratique comme toi. Moi, j'ai terminé, j'étais la dernière promo du dernier siècle. J'ai terminé mes études au 20e siècle et donc j'ai été lancée dans la nature comme véto et sans aucune formation autour de la fin de vie. Et j'ai trouvé ça très, très éprouvant d'apprendre ça par le propre moyen, de devoir gérer une expérience aussi importante pour les familles. Et puis, de voir que toutes les deux, on a fait notre chemin en parallèle, puis on est arrivé au même grand principe, finalement, de communication, puis
d'amélioration des processus. Et j'ai fait un webinaire hier avec une ASV de l'Ontario. Donc, même chose, un peu comme des espèces végétales ou animales qui évoluent sur des continents différents puis qui trouvent les mêmes solutions. C'est très enrichissant d'échanger avec toi. Et donc, voilà, ça, c'est moi avec mon premier chien, Maxou, que j'avais pris dans un pet shop à l'époque. Et voilà, moi, je suis le genre là, qui a voulu être vétérinaire quand j'avais 8 ans. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Marie. Il y en a qui arrivent ici par accident, mais moi, là, c'était une obsession. Je me voyais nulle part ailleurs, à part d'en gérer des poubelles. Alors, la gestion résiduelle des déchets, ça m'intéresse. Et puis, me voici maintenant en médecine vétérinaire et puis très intéressée par la fin de vie. Donc, il y a comme ça des destins, il paraît. Et je vous ai mis un QR code parce que, comme tu nous disais, Marie, on a une audience qui est très mixte. Là, je vois qu'on a 2 équipes de crématorium au grand complet qui sont là, d'Animacare, et on a aussi des propriétaires d'animaux, des ASV, des vétos. Mais j'ai été invitée à faire une conférence sur mon parcours d'entrepreneur, mais en fait, je me suis dit, il y a des enjeux beaucoup plus importants que ça, des histoires beaucoup plus importantes que la mienne, qui est les soignants vétérinaires, quelle est leur réalité, qu'est-ce qui fait que c'est aussi exigeant et que les gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Donc, vous pouvez scanner le QR code et ça vous mène sur cette TED que j'ai donnée, donc en 15 minutes. Si vous ne connaissez pas les TED, là, ça vous prend ça, c'est une source d'inspiration géniale. Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais, Marie? Que c'est super. Moi, j'adore. Wow, merci. Merci. Ben moi, c'est ça, j'ai fait au mieux pour essayer de vraiment représenter en 15 minutes quels sont les enjeux pour rétablir aussi le dialogue entre les vétos, les ASV et puis le grand public, parce que c'est vraiment un espace extraordinaire qui est un peu mal compris. Donc, si vous avez l'opportunité de regarder ça, vous allez juste être plus enclin à travailler en équipe avec votre équipe véto, à mieux comprendre leurs enjeux. Et donc, voilà, moi, je voulais sauver les grenouilles, les baleines, la nature, les primates, puis finalement, j'ai fini dans le monde des animaux de compagnie parce que quand moi, je devais prendre soin d'un animal et que je comprenais à quel point il était précieux pour cette famille et que je devais le mettre dans un sac poubelle. Chez nous, en Amérique du Nord, ce sont des sacs poubelles, littéralement, là. À chaque fois, ça me donnait vraiment presque la nausée. C'était physique, c'était psychologique. Je me disais, mais je vaux mieux que ça. Ils valent mieux que ça. Je ne suis pas venue en médecine vétérinaire. Je n'ai pas fait tous ces sacrifices-là pour finir par me sentir comme si je travaillais dans la mafia après avoir fait autant d'études supérieures. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible. J'en peux plus. J'avais des clients qui méritaient mieux que ça. Je me suis dit, ils viennent me voir en se disant, Céline, là, elle est formidable comme vétérinaire. Elle cherche toujours les meilleures choses pour nous. Puis là, j'avais même rien à leur offrir. J'ai cherché sur le marché, je n'ai rien trouvé. Donc là, j'ai dit, avec ma verve légendaire, j'ai dit, je vais le faire, le produit, puis je vais le mettre en marché, puis allez, s'ils ne sont pas foutus de le faire, youpi. Donc là, j'ai cherché des options, je n'ai rien trouvé, puis voilà, j'ai mis en marché ça. Puis comme en médecine vétérinaire, nous sommes habitués d'improviser. Je me suis dit, je ne sais pas comment faire. Je prendrai des cours, je lirai des livres, comme après la première amputation que j'ai fait. Je ne savais pas comment faire. J'ai pris un livre puis je l'ai fait. Je me suis lancée là-dedans. Je n'avais aucune idée de ce que ça impliquait. Puis un produit est né. Et puis c'est Eutabag. Et puis je suis honorée que Marie utilise mon produit dans ses services parce que je me permets de te couper un tout petit peu, Céline, parce que tu disais au Québec, on utilise beaucoup de sacs poubelles, etc. En France aussi, encore beaucoup. Alors, on appelle ça des sacs funéraires, mais c'est vraiment des sacs. Et je t'ai invitée parce que moi, j'utilise au quotidien les housses funéraires Eutabag, dont j'en suis très contente. Et c'est sur ça que je voulais revenir aujourd'hui, sur l'intérêt de prendre soin du corps même après le décès, et ça passe évidemment par des produits comme celui que tu as créé, Eutabag, pas que, et c'est ce qu'on va voir pendant cette conférence, mais aussi en grande partie, et c'est un outil dont je me sers avec vraiment beaucoup d'intérêt. Ben, merci Marie. Oui, effectivement, c'est un détail, mais c'est tellement important parce qu'on peut pas, quand on a le bon outil, ben on peut juste bien le faire, puis c'est aligné avec comment on soigne les animaux durant leur vie. On fait toujours attention. On les soigne presque comme si c'était les nôtres. On est vraiment attachés à eux. Ils sont vulnérables. Et puis ça. Puis là, après, on est obligé de faire des manipulations, comme tu dis. Mais ouais, c'est ce qui m'a amené là. Je n'étais pas destinée à ça. Et donc, nous, on est une équipe vraiment de vétos. Donc, au départ, pour ceux qui ne sont pas vétos,
c'est ce qui nous a amené en médecine vétérinaire, puis il y a des études qui le démontrent. 95% des gens qui sont en médecine vétérinaire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été pris en médecine ou en médecine dentaire, c'est parce qu'ils adorent les animaux. C'est ça qui nous amène là, puis à un moment donné, on dirait qu'au fil du temps, on oublie de le dire aux gens, mais c'est vraiment ça. Donc pour moi, le lien est tellement précieux que moi, après la mort, je sais pas ce qui se passe, puis bon, ça me dérange pas, mais je me disais, la symbolique est tellement forte, puis je ne sais pas ce qui est important pour mon client. Et là, je ne lui demande pas, je ne lui en parle pas, je prends une décision pour lui, puis je me dis, si je ne lui en parle pas, il faut toujours que je lui donne le meilleur qui existe sur le marché. Je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que je prends ça tellement au sérieux, parce que je sais que les animaux nous apportent quelque chose qui est irremplaçable, que rien d'autre ne peut nous apporter. Donc, c'est vraiment important de le traiter comme ça. Donc aujourd'hui, on vous propose avec Céline, on a un discours qu'on va se partager autour de ce sujet-là. On va revenir sur les différentes options post-mortem, donc après le décès de l'animal, les soins au corps et les rituels qu'on peut mettre en place. On va revenir sur cette fameuse housse funéraire, comment on peut s'en servir et pourquoi, moi en tout cas, et Céline aussi, toutes les deux, on considère que c'est un outil puissant. On va reprendre 2-3. En fait, c'est là que c'est pour lancer plus les questions-réponses des situations complexes, des demandes un peu plus délicates, dont peut-être vous n'oseriez pas nous poser les questions, mais moi, on va les poser. Et juste avant de commencer, justement, Céline, elle discutait un peu de qui était là aujourd'hui parmi nous. Je lance juste une petite enquête pour savoir qui est qui. Et puis, donc pour qu'on se rende compte qui est avec nous. Et qu'on n'adapte pas vraiment, en fait, le discours. Je pense que tout le monde peut être intéressé par tous les aspects de ces questions. Céline, tu vois en même temps que moi s'afficher? Oui, sans doute. Tout le monde. Du coup, il y a 45% pour l'instant, donc presque la moitié qui sont vétérinaires et assistantes vétérinaires, donc des équipes vétérinaires. Dans le secteur, il y a quand même 20% aussi en secteur animalier. Pas de professionnels du funéraire, ou alors c'est marrant, dans les crématoriums, vous êtes probablement aussi vétérinaire et puis et propriétaire d'animaux. Des fois, souvent j'en ai plus, tu vois Céline, je te disais, mais là il y a 10%. Bon très bien. C'est peut-être lié aussi à toi Céline, qui a amené un échantillonnage un peu différent. Allez, c'est parti, c'est moi qui commence à prendre la parole sur les différentes options post-mortem. Donc aujourd'hui, on a la possibilité en fait en France de 3 options, qui est l'inhumation, la crémation et la taxidermie. La taxidermie, je ne vais vraiment pas y revenir beaucoup. Il y a des taxidermistes qui, alors la plupart, c'est des animaux sauvages issus de la chasse, mais il y a des taxidermistes qui s'occupent aussi de ceux qui sont OK pour prendre en charge des animaux de compagnie. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Il y a une association des taxidermistes, si un jour que vous pouvez diffuser auprès de vos clients s'ils souhaitaient se rapprocher de ce type de professionnels. L'inhumation, donc, elle peut se faire dans un cimetière animalier. Aujourd'hui, c'était en 2022, il faudrait que je retrouve d'autres chiffres parce qu'en fait, il y en a quand même qui sortent du sol assez régulièrement en France, des cimetières animaliers, mais on va dire qu'il y a une 50aine de cimetières animaliers en France. Ça fonctionne un peu comme un cimetière pour humains, c'est-à-dire qu'on achète une concession sur un nombre d'années défini qu'on peut renouveler évidemment tant qu'on le souhaite. L'entretien de la tombe peut être à la charge de la famille ou de la personne ou des personnes qui sont propriétaires du cimetière animalier. Donc vraiment, le conseil en tant qu'équipe vétérinaire, et s'il y a cette demande qui est faite par la famille que vous accompagnez, c'est de les réorienter vers des cimetières animaliers qui seraient assez proches de chez vous, sachant qu'ils sont souvent très spécifiques. Si c'est le cimetière animalier de la ville de Lorient, en fait, il n'y a que les Lorientais. Même moi qui habite Pleumeur, je n'y aurais pas accès. Donc, il faut vraiment aller contacter ces cimetières pour savoir quelles sont les possibilités pour vous et pour votre animal. Et donc, prendre un petit peu d'avance là-dessus aussi, parce qu'en fait, on vous expliquera avec Céline que le corps se dégrade assez rapidement. On n'a pas de soins de conservation qui sont faits sur les corps des animaux comme on peut avoir sur les corps des humains. Et donc, du coup, le choix post-mortem doit se faire quand même assez rapidement après le décès. Donc, plus on en a parlé en amont, plus on peut avoir des options qui nous conviennent. L'inhumation sur un terrain privé,
Si j'arrive à passer. Aujourd'hui, clairement, hein, le service public indique que l'inhumation est interdite sur leur site, mais en vérité, en l'absence d'un texte légal vraiment clair aujourd'hui. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que ça va être amené à se changer dans les prochains mois ou années. C'est juste qu'il y a encore un peu de flou parce qu'il y a encore des règlements sanitaires qui sont en cours, parce qu'ils sont moins souvent mis à jour que certaines lois, etc. Donc, je pense que c'est une temps d'adaptation, mais aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'équipe, il faut vraiment bien spécifier que c'est une pratique qui n'est pas préconisée et qui va être interdite très prochainement, si ce n'est pas déjà, hein, c'est juste qu'il manque le soutien vraiment légal clair. C'est encore flou, on n'est pas tous d'accord. Céline, je ne sais pas si tu es allée fouiller vraiment dans la législation française, mais c'est encore vraiment un petit peu. Là, je vous ai mis quand même les textes si vous voulez retourner revoir, parce qu'il y a eu des abrogations, hein, notamment d'un texte du Code rural en 2016 qui vraiment spécifie que les animaux de compagnie, qui sont encore considérés comme des déchets, doivent être gérés par incinération et par enfouissement dans une décharge autorisée des produits de cette incinération-là, ou directement dans une décharge autorisée. Ça va être par exemple pour l'équarrissage et pour les animaux de rente ou pour les animaux domestiques qui iraient à l'équarrissage, quand notamment les gens n'ont pas la possibilité financière de pouvoir aller en crémation. Aujourd'hui, il y a une amende de 3 000, je joue un peu sur les mots et on va aller vite quand même, hein, mais il y a une amende de 3 750 €, le prix a peut-être varié d'ailleurs, qui est puni d'amende le fait de jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux, donc potentiellement des animaux de compagnie ou des produits dérivés. Le terme jeter, franchement, il reste un peu à confusion, hein, parce que enfouir, inhumer, ce n'est pas jeter dans une poubelle, donc voilà, ça peut être encore à discussion. Et après, clairement, il y a dans des zones en France où les articles des règlements sanitaires départementaux, de toute façon, montrent bien que c'est complètement interdit. À Paris, par exemple, c'est complètement interdit d'enterrer son animal, même dans tous les cas. En Bretagne, par exemple, dans le Morbihan, là où je suis, le règlement sanitaire spécifie encore certaines caractéristiques qu'il faut suivre pour l'inhumation. La crémation. Aujourd'hui, il y a quand même une offre de crémation qui commence à être riche, je dirais, sur le territoire français, avec des crématoriums qui sont détenus par des sociétés assez conséquentes, hein, les plus connues. Alors, je suis désolée pour Estima, qui a son logo qui a complètement sauté. Donc, on voit même plus le nom de Estima, qui est le logo à droite avec la petite feuille là. Animacare et Céleste, qui sont avec Estima, qui est justement le leader historique, hein, avec 16 crématoriums, et puis des concurrents, Anima et Céleste, qui sont arrivés sur le marché plus récemment sur les dernières années et qui proposent des offres de crémation. Et puis, il y a aussi encore des crématoriums indépendants, plus familiaux, avec qui peuvent être auprès de chez vous. On peut avoir vraiment le choix, hein. Moi, dans ma zone, je suis en Bretagne Sud, j'ai vraiment les 3 crématoriums des leaders, là, plus un crématorium indépendant. Donc, on peut avoir le choix de comment on travaille, avec qui, etc. Les choix des services funéraires, il faut bien les comprendre et les connaître en tant qu'équipe vétérinaire, selon moi, parce qu'il faut pouvoir les décrire aux gens qui viendront vous voir. Parce que, et aussi, moi, souvent, ce que je dis est de ne pas avoir de préjugés sur ce que voudront les gens au décès de leur animal, parce que c'est ce que disait Céline. En fait, on s'en fiche de ce que Céline ou moi on pense, c'est qu'on est tous différents de comment on considère notre animal à la fin de la vie, comment on considère juste son enveloppe charnelle. Ça peut être très important pour d'autres personnes. D'autres vous diront, mais pas du tout, moi, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ça, on ne peut pas le savoir avant déjà des fois de le vivre. Et donc, vraiment d'expliquer qu'est-ce que la crémation plurielle, que le corps de l'animal est incinéré avec d'autres animaux, dans quelle proportion c'est 5 animaux ou 100 animaux en même temps. Les gens ne le savent pas. Donc, vraiment, et vous, les équipes vétérinaires, pour le savoir, il faut aller visiter les crématoriums, hein. C'est tellement important de pouvoir en parler en connaissance de cause. Complètement. Donc ça, moi, je vous incite, et Céline aussi. La crémation individuelle où l'animal est incinéré seul et où on peut récupérer les cendres, et la possibilité de se déplacer au crématorium. Quand on se déplace au crématorium, l'animal, il est
il est chouchouté, je dirais, donc il est toiletté, il est présenté dans une petite salle, qui est, intime, où la famille peut venir, une personne peut venir comme une famille entière, et passer le temps qu'elle le souhaitera, près de son animal avant la crémation. Donc certaines personnes, même parmi vous, hein, vont dire: «Oh là là, c'est pas possible», et puis, d'autres, même en tant que véto ou ASV, hein, et puis que d'autres, ça leur parlera, beaucoup. Ouais, puis comme on dit, hein, on peut pas du tout anticiper selon comment la personne s'exprime ou comment elle est habillée. Enfin, il y a aucune façon d'anticiper ce que les gens vont avoir envie d'offrir à leur animal comme soin de. Puis, si je peux ajouter là-dessus, tu sais, pendant des années, enfin, ce qu'on entend beaucoup et encore maintenant, hein, la distinction entre pluriel ou individuel, enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup plus que ça, à savoir est-ce qu'il sera le seul animal ou est-ce qu'ils seront plusieurs et combien plus plusieurs, en fait, est-ce qu'ils seront 4 ou est-ce qu'ils seront 150 Mmh. ou 200? Mmh Ça mh. va dépendre vraiment du fournisseur de crémation. Il y a des standards qui sont extrêmement élevés en France. Il y a une qualité de prestation, à mon avis, qui est probablement inégalée. Au Québec, on est très bien servi aussi, mais dans le reste du monde, ça varie tellement d'un fournisseur à l'autre. C'est vraiment important d'aller voir avec ses yeux. Quand c'est vous qui prenez le choix du fournisseur pour vos clients, Mmh. on va en parler plus tard. Mmh. Après, pareil, je sais que les vétérinaires et les assistants vétérinaires, vous allez nous dire, nous, on n'est pas vendeurs d'urnes, donc on ne veut pas rentrer dans ces explications des urnes, etc. Et moi, j'entends très bien. Puis on a surtout, même si on le voulait, on n'aurait pas obligatoirement le temps de faire ça dans nos journées bien remplies. Par contre, de juste placer une phrase ou dans les documents que vous remettez, sur la possibilité pour les gens de s'investir de ces objets qui pourront accueillir en fait pas uniquement les centres de bidule ou de Snoopy, mais vraiment Snoopy en fait, ce qui restera de Snoopy. Donc c'est pas rien pour certaines personnes. Et donc d'expliquer que c'est une urne de dispersion, qu'il existe d'autres types d'urnes, même des bijoux cinéraires, et que voilà, les réorienter vers le crématorium, qui sont, pour le coup, c'est leur travail, ils pourront bien vous expliquer. Voilà. La restitution, c'est pareil, elle se fait des cendres, hein, elle se fait principalement chez le vétérinaire. Vous retournez chez le vétérinaire, les gens retournent chez le vétérinaire pour récupérer les cendres de leur animal. Mais vous, en tant qu'équipe vétérinaire, vous pouvez aussi expliquer que potentiellement, les gens peuvent se déplacer au crématorium pour revenir chercher les cendres. À partir du moment que l'idéal, c'est quand même d'appeler le crématorium en amont pour savoir si c'est possible ou pas. Hein, parce qu'en effet, chaque crématorium travaille différemment. D'ailleurs, ceux qui sont là des crématoriums pourront nous dire, eux, comment ils travaillent. Mais c'est des choses qui sont aussi possibles de faire si le crématorium est près de chez vous. Alors, je fais juste ce petit moment-là et puis après, je te passe la parole, Céline, et c'est toi qui vas continuer. Les soins au corps, là, on en a parlé, hein, qu'il y avait du toilettage, et cetera, qui sont faits au crématorium si les familles se déplacent le jour de la crémation. Mais je pense vraiment qu'on peut faire déjà des choses nous-mêmes au sein des cliniques parce que finalement, la culture du soin, même après la mort, ça existe. Ça permet de respecter l'animal jusqu'au bout et aussi de faciliter le deuil de la famille. Bon, ça va des petites choses, hein, mais vous voyez, si vous avez posé un cathéter au moment de l'euthanasie, de retirer le cathéter, de ne pas le laisser partir avec le cathéter. Généralement, vraiment, après une euthanasie, de laisser un pansement, ça ne sert à rien aussi parce qu'il n'y a plus de débit sanguin et en fait, ça ne saigne pas du tout à l'endroit où était posé le cathéter. Donc, on le retire, on essuie justement s'il y avait une petite goutte de sang qui était partie. Vraiment, retirer les effets personnels de l'animal. Alors ça, c'est pareil, c'est aussi parce que tout ce qui est métallique, c'est pas du tout apprécié dans les crématoriums pour la crémation, mais surtout proposer aux gens de l'enlever, d'accord? Ah, je suis désolée, il y a des gens qui rentrent. Ah, pardon. Alex? L'animal en position physiologique, nettoyer toute trace de sang, d'urine, fermer les paupières, c'est possible aussi. Je vais te passer la parole, ça va être plus simple, Céline. Et mettre en housse funéraire comme on a parlé. Et puis, vous pouvez même en clinique faire une empreinte de pattes, un recueil de poils, etc. Je te passe la parole, Céline, puis je gère mon chien. Oui, puis c'est drôle parce que moi, hier, j'ai ajouté exactement ce contenu sur l'importance d'enlever tout ce qui était médical, alors que moi, quand j'étais une jeune véto, je me disais, c'est peut-être bien qu'on le laisse parce qu'en fait, les gens vont voir qu'on a vraiment tout essayé. Puis, tu sais,
petite goutte de sang, il n'y a pas de problème. Non, c'est tellement important. Donc, moi, je me suis dit, faut le rappeler aux plus jeunes Mmh, que mmh, mmh. c'est très, très important de le faire. Donc, on passe toujours le même message, c'est trop beau. Moi, ce que je voulais simplement souligner, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une variation du type de prestation, de la qualité ou des priorités qui sont choisies par certains fournisseurs de crémation animale. Donc, aux États-Unis, étant donné que la qualité était tellement variable, écoute, il y a un scandale qui éclate dans les médias, sur les chaînes de télé publiques, à peu près aux 2 ans. Et donc, il y a eu tellement de plaintes de propriétaires que finalement, l'Association vétérinaire américaine, qui pour nous, en Amérique du Nord, c'est comme le pape. Je veux dire, quand la AVMA parle de quelque chose, tout le monde se met à plat parce que c'est vraiment c'est une organisation qui est très, très crédible. Et comme avant, justement, c'était laissé à le vétérinaire, en fait, décide pour la famille, puis ça va très bien comme ça. Mais ils ont finalement statué. Le traitement du corps, c'est important, aussi important qu'une technique chirurgicale, que de la désinfection, que le choix du médicament. Le choix du crématorium également, le veto maintenant, selon cette politique-là, c'est pas une loi, c'est juste des recommandations de cette association-là. Le vétérinaire est maintenant responsable du crématorium qu'il a choisi. Parce qu'effectivement, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens. On pourrait voir ça comme de l'ingérence, mais je trouve que c'est tout à fait légitime parce que comme le veto décide avec qui finalement, la famille va avoir des soins de fin de vie pour son animal, ben, c'est important de prendre cette responsabilité-là au sérieux et puis d'aller voir de ses propres yeux quelles sont les méthodes qui sont utilisées. Également, il est stipulé que l'équipe vétérinaire doit donner l'opportunité à la famille de faire des choix selon ses préférences. Alors que moi, pendant des années, ben, c'était un peu en dernière minute, voulez-vous quel type d'urne? Est-ce que vous voulez assister, pas assister, individuel? Tous ces choix-là qui sont un petit peu, là, si on veut, là, tout ça doit être décidé très rapidement par la famille. On ne leur a pas donné l'opportunité de faire des choix dans le calme de leur foyer et tout ça. Tout est gardé toujours à la fin. On n'ose pas en parler. Moi, ce que je dis là, au veto, je suis comme, ben, envoyer les familles vers les spécialistes, c'est leur domaine d'activité principal, le funéraire, envoyez-les pour qu'on soit assuré qu'ils reçoivent le meilleur service possible et qu'ils aient la possibilité de faire des choix qui correspondent à leurs priorités, à leurs valeurs et tout ça. Donc, eux, ils ont vraiment stipulé que c'est important qu'on ait la chance de le faire, non pas sous le flot des émotions, avec des gens derrière qui attendent pour acheter de la nourriture pour leur chat. Moi, j'ai fait ça dans ma carrière. J'étais obligée de demander aux gens le type d'urne à la réception. Je ne ferais plus ça jamais, mais je ne savais pas mieux faire que ça. Également, il est statué ici qu'il est important de garder l'animal dans un état présentable. Donc, quand cette recommandation est arrivée après que j'ai débuté mon projet, ça m'a vraiment réconfortée parce que je me disais, bon, ben pour moi, c'est important. Moi, comme vétérinaire, là, il n'est pas question que je le mette dans un sac poubelle. Mais finalement, j'avais l'appui de l'Association médicale vétérinaire américaine. Puis c'est tout à fait... ça aurait dû arriver avant, c'est arrivé en 2020. Mais effectivement, comme dans tout le reste de notre prestation de soins vétérinaires, on se dit toujours, il faudrait qu'on... Tu sais, puis on fait ce qu'on dit, puis on dit ce qu'on fait. On peut toujours présenter, expliquer pourquoi on a donné ce médicament-là, pourquoi on a utilisé cette technique chirurgicale, puis on est très, très à cheval là-dessus en médecine vétérinaire, être sûr que ce qu'on fait, on pourrait vraiment le justifier par une recommandation, par une étude, par quelque chose qui vraiment nous permet de s'assurer qu'on a fait au mieux. Puis en plus de ça, après, quand on décide ce dans quoi on va mettre le corps de l'animal, l'enveloppe corporelle, comme dit Marie, j'adore cette expression. Donc, en général, quand on prend une décision, on doit prendre la meilleure option. Bon, puis en ce moment, on fait le contraire parce que c'est la fin de vie. Parce qu'il est mort, finalement. C'est plus notre travail comme vétérinaire. Nous, c'était de le garder en vie et de maintenir sa santé, mais là, bon. Et donc, il y a une étude américaine qui a été faite, qui n'a pas été financée par Euthabag, je vous rassure, totalement indépendant, sur quand même près de 2000 propriétaires d'animaux. Puis moi, plus je travaille dans cet espace-là, sur plusieurs territoires, tant en Amérique latine qu'en Amérique du Nord,
qu'ici en Europe, même en Asie, finalement, on se rend compte que ça transcende les cultures, puis que pour 85% des gens, c'est important la dignité. Il y a toujours 15% des gens qui se foutent d'à peu près tout. Puis c'est bien, c'est beau, puis chacun son style, mais là, au niveau de la dignité, c'est vraiment important. Oupa. Donc, ici, un autre aspect, moi, en pratique veto, j'avais des gens, donc moi, j'étais vraiment dans une démarche d'offrir la meilleure expérience possible aux clients, parce qu'avec les années, je me suis rendu compte que c'était quelque chose dont ils allaient se souvenir pour le restant de leur vie, probablement, ou en tout cas pour des années. Alors qu'au départ de ma pratique vétérinaire, je me disais: «Oh, ils pleurent, ils sont effondrés», mais bon, moi, j'avais jamais perdu d'animal, j'avais jamais perdu, un membre de ma famille. Je me suis dit: «Bon, dans 2 semaines, probablement que ça va aller», tu sais? Mais à la suite, suite à avoir revu des gens que j'avais accompagnés, puis qui me voyaient, puis qui se mettaient à pleurer, 2 ans plus tard, je me disais: «OK, il y a vraiment quelque chose là». Et donc les rituels, je me disais: «Bon, ils me demandent de mettre une musique, ils me demandent d'allumer un lampion». Ben, je dis: «Ouais, d'accord», tu sais, mais des fois, c'est un peu particulier. Puis nous, comme scientifiques, on se dit: «Ouais, tu sais, est-ce que ça donne vraiment quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça?» Puis là, finalement, est venue en renfort une étude de la Harvard Business School. Alors ça, Harvard, n'est-ce pas, ça a tellement de crédibilité. Ils ont étudié l'impact des rituels sur comment on va, en fait, gérer notre deuil. Le deuil de n'importe quoi, une relation, un emploi, un animal, une personne. Et donc, en fait, le rituel, c'est pas pour rien qu'on a des rituels depuis que l'humain est organisé en société, parce qu'on a besoin de retrouver une espèce de sentiment de contrôle sur une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle. On veut revoir l'animal, il est décédé. Peu importe ce que tu fais, tu te lèves la nuit, tu dépenses de l'argent, tu implores le ciel, il ne reviendra pas. Et c'est ça qui est extrêmement frustrant. Donc là, avec ça, ben, on retrouve un certain sentiment de contrôle. Et là, j'ai mis une photo des empreintes de pattes que j'ai fait pour notre ami Bubule, qui était mon cochon d'Inde que j'avais récupéré dans un sous-sol, dans une petite cage, et à qui on a donné une super belle qualité de vie pendant ces dernières années. Puis il est décédé. Et ma fille était fâchée après moi parce que elle dit: «T'es vétérinaire, mais en fait, t'es même pas bonne». Parce que, tu sais, elle avait 10 ans, 10, 11 ans. Parce que t'es même pas capable de sauver Bubu. Puis là, on était comme une espèce de conflit, là. Puis là, tu sais, en plus, il était en carcinomatose. Il y avait un cancer généralisé. Je pouvais absolument rien faire. Mais là, elle était comme ça. Puis là, je dis: «Garde, on va faire des empreintes». Et ça a duré, on était à la clinique un dimanche, évidemment. Puis ça a duré 10 minutes, 15 minutes. Ah, tiens, on va les faire de couleur dorée, argentée. On va faire le nez. Comment on les fait? Ah oui, on va les mettre dans un cadre. Quelle couleur le cadre? Très peu de temps, puis finalement, la pression est descendue. C'était super fédérateur. Puis j'ai mis aussi une photo d'un Eutabag qui a été utilisé dans une clinique vétérinaire. C'était King Leo. C'était la mascotte de la clinique qui est décédée. Et là, tout le monde a mis son mot. Ça leur a fait du bien. Donc, c'était pour montrer à nos équipes véto là, que c'est vraiment important, les rituels. Et pourquoi pas ouvrir la porte à ça, à nos familles. Et là, dans leur cœur, on va avoir une place exceptionnelle parce que dans ce grand moment de vulnérabilité où on ne sait plus notre nom, on ne sait plus le nom de notre animal, on ne sait plus la gauche ou la droite, il y a une équipe qui nous a dit, qui nous a donné une opportunité de tirer des petites ficelles pour se sentir mieux. Ça a tellement de valeur quand on est vulnérable, on est tellement reconnaissant. Oups, j'appuie trop fort ou quoi? Pardon. OK. Tu veux que j'enchaîne là-dessus sur l'enterrement puis le je peinture? pouvais juste, moi, dire un témoignage, parce que j'utilise les housses funéraires et peut-être que vous allez trouver ça un peu choquant, mais exactement comme tu as montré la magnifique housse qui avait été faite par une équipe pour leur mascotte, moi, il m'arrive pas, pas fréquemment, en fait, je propose de temps en temps de remettre la housse en amont, en fait. Quand on sait que le décès, bon là, ça va être dans les jours qui viennent, des fois dans les semaines, mais c'est souvent quand on sait qu'il est proche, je remets la housse ou alors quand il y a et au début, je remettais cette housse-là où je la proposais aux dessins ou aux hommages que dans les familles où il y avait des jeunes enfants ou des enfants. Et maintenant, je me suis arrêtée, pareil, de me dire, il n'y a que les enfants qui vont s'investir sur la décoration de la housse. Et en fait, maintenant, je propose à tout le monde et il y a des gens
qui dessinent comme ça, mais ou d'autres qui écrivent des mots. Et donc, des fois, il y a la housse d'un chien de 40 kilos, donc une grande, grande housse qui est recouverte de mots avec des lignes entières de 20 lignes par tous les membres de la famille. La grand-mère qui est venue dire au revoir au chien le week-end parce qu'il se faisait euthanasier le lundi, et que tout le monde s'est investi sur ces housses. Et en effet, il y a quelque chose d'un peu fédérateur et puis qui est dans l'hommage, en fait, à ce moment-là, et qui est important pour les personnes. Et ça permet aussi, la housse, elle est grise, elle est sobre, mais d'avoir voilà, quelque chose d'un peu plus lumineux, comme de glisser des fleurs dans la housse. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça auprès du corps des animaux, et ça amène un peu de beauté à ce contenant, en fait, qui va contenir le corps de l'animal qu'on aime, quoi. Donc, c'était pour dire que je m'en sers vraiment comme support d'hommage. Et pas que pour les familles qui ont des enfants. Ah oui, ben je t'aime absolument. C'est super que tu le soulignes parce qu'effectivement, on entend toujours ça. Les gens disent, ah, c'est super pour les enfants, mais comme... oui, moi, j'ai une dame âgée qui a écrit, mais toute une lettre à son chat derrière. On voit toutes sortes. En fait, c'est qu'il y a une telle tension, il y a une telle émotion. Les gens sont tellement habitués de donner de l'amour à leur animal que l'amour, c'est plus où aller, en fait. C'est comme ils ne savent pas quoi faire avec. Ils pleurent. Donc là, on leur donne quelque chose, comment l'exprimer. Et puis, c'est ça qui reste dans leur tête. Ouais, c'est super. Puis après, ben là, c'est un côté un peu moins, disons, là, on retourne dans quelque chose de technique, mais vraiment tellement important. Moi, je trouve que la médecine vétérinaire a fait des progrès extraordinaires. Mais franchement, là, en 20 ans, comment on a changé nos façons de faire, la gestion de la douleur, les techniques chirurgicales, l'imagerie médicale, les molécules, incroyable, en 20 ans. Mais il y a un truc qui est resté dans vraiment l'obscurantisme, c'est que les animaux puissent encore être enterrés, même si ce n'est pas tout à fait légal, mais les gens le font encore. Et le problème, c'est que les vétos laissent les clients partir avec un animal qui a plein de barbituriques. La plupart du temps, ils sont euthanasiés avec, oui, un anesthésique, mais qui est un barbiturique et qui a une durée de vie dans l'environnement qui est plutôt inconnue, en fait, parce que sa dégradation va varier selon les conditions environnementales. Le pH du sol, la chaleur et tout ça, ben, en fait, on ne le sait même pas. Ça, c'est ce qui va être impliqué dans la dégradation du corps, le taux de corpulence de l'animal, l'acidité du sol et tout ça. Mais la dégradation du pentobarbital, on ne sait même pas ce qui l'affecte. On sait juste qu'il ne disparaît pas à court terme. Et donc, c'est super important d'informer les gens qui partent de la clinique avec leur animal. J'ai entendu des histoires. Là, récemment, j'ai fait plusieurs congrès, j'ai eu des témoignages de vétérinaires, mais c'est inimaginable qu'on laisse encore en 2025 les gens partir en disant « bon courage ». Et puis c'est tout, là, tu sais, oui, ne l'enterrez pas. Si vous êtes chanceux, on va vous dire, ne vous l'enterrez pas à moins de 35 mètres d'une source d'eau. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça à dire. Mais donc, il y a des considérations techniques. Donc, la profondeur, c'est important d'avoir une certaine profondeur, et ce n'est pas toujours possible parce que selon la nature du sol, parfois c'est un sol rocheux, comme moi je l'ai déjà expérimenté. Donc 35 mètres d'une source d'eau. Après ça, aussi, il y a une distance par rapport à la construction, par rapport aux édifices. Ensuite, il faut aussi considérer le type de sol. Alors, qu'est-ce que c'est un sol sablonneux? Est-ce que c'est de la terre noire? Est-ce que c'est une zone inondable? Et tout ce genre de choses. Moi, j'ai déjà un client, parce que c'est un animal, c'était une euthanasie qui n'était pas du tout prévue. J'ai pris la peine de lui dire, vous allez l'enterrer où? Ben, il dit, je vais le mettre derrière chez moi. Là, j'ai une carrière de sable et puis ça va être très beau là, parce que c'est un paysage où elle aimait aller jouer à la balle. Je fais, si vous faites ça, demain matin, on va la retrouver sur le bord de la route. Et voilà, ça ne va pas être intéressant parce que c'est trop facile à déterminer. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Merci docteur, tu sais, parce que s'il était juste parti, ça aurait été juste horrible pour lui. Imagine ensuite la charge émotionnelle d'avoir à vivre ça, ton animal qui est à moitié sorti du trou. Donc, c'est terrible. Donc, il faut vraiment informer les gens. Moi, je vous propose, tu sais, comme professionnel vétérinaire, de vraiment donner une feuille où est-ce que tout est écrit. Puis moi, dans mon expérience, je suis comme désolée, vous êtes devant la seule vétérinaire qui va tout vous expliquer en détail. Ils font, c'est combien la crémation individuelle, en fait? Alors, merci, docteur, j'avais aucune idée. J'avais vu dans un film là, qui enterrait, c'était beau, il mettait des fleurs. Faites une crémation, puis enterrez par la suite. Les cendres, ça va être beaucoup plus sécuritaire pour toute votre famille.
Mais c'est à nous, encore vétérinaires, de charger de ça. Récemment, j'ai entendu une équipe en Allemagne m'ont dit: «Une portée de chiots a été enterrée. Ils avaient été euthanasiés à la clinique vétérinaire. La chienne les a mangés. Elle était inconsciente. Elle a été sur ventilateur pendant 3 jours». Mmh. Imaginez, vous êtes le vétérinaire qui a laissé partir ces chiots-là à la maison. Après ça, j'ai un autre, c'était un chien qui a été enterré. Le chat du voisin est venu déterrer le chien, a mangé le chien. Il était inconscient, amené inconscient à la clinique. Mais vous m'aviez jamais dit que Kiki était un danger pour les animaux sauvages. Ah! Bon, est-ce que c'est clair? Avez-vous compris mon message? Oui, oui, mais en tout cas, oui, la faune sauvage, et puis la faune sauvage, c'est les vers de terre, c'est la vie du sol, c'est tout, hein. Mmh. Ben oui, Mmh. effectivement. Mais quand c'est en plus un animal domestique Ouais, avec, ce qu'on comprend actuellement, l'attachement sûr. que les gens Mmh. ont, puis Mmh. s'ils avaient été informés, c'est une chose, mais bon, on les informe pour tellement de choses. Puis donc, ouais, il y a des études là-dessus, en Californie qui a été faites sur, des carcasses équines compostées. Au bout d'1 an, il y a pas de diminution de la concentration de pentobarbital. C'est un truc de fou, ça. Après, il y a d'autres études, qui ont montré que dans l'eau, ils ont retrouvé des traces de pentobarbital 20 ans plus tard, parce que des animaux euthanasiés ont été enterrés dans une décharge municipale en Floride 20 ans plus tard. Je ne m'explique pas comment c'est possible, mais l'étude l'a démontré. Après une autre étude qui a démontré qu'on va retrouver dans le sol, minimalement après 4 mois, encore probablement 20 de la concentration de pentos dans le terreau végétal. Donc, enfin, je veux dire, ça ne vaut pas la peine là, de prendre le risque. Donc, on me demande souvent, est-ce que ta bague est biodégradable? Mmh. Donc, ta bague, il est fait pour transporter un animal décédé, préserver sa dignité, éventuellement. Là, il faut choisir sa bataille. Est-ce qu'on veut ne pas mettre de matière plastique dans le sol ou est-ce qu'on veut potentiellement avoir du pentobarbital qui va, en fait, potentiellement atteindre la nappe phréatique, intoxiquer un animal sauvage? C'est compliqué. Crémation individuelle et voilà, on règle le problème et puis on fait un hommage. Moi, j'appelle ça un enterrement qui est plus responsable et il y a en plus, en France, vous avez la chance d'avoir 43 cimetières. On n'a pas cette chance-là dans d'autres territoires. Ah ben, c'était ça, moi, dans le fond, l'infolette. On l'a mis tout à l'heure. Si vous voulez scanner ça, si vous voulez en savoir plus, nous, en fait, on met en marché Eutabag par la formation comme Marie parce que j'ai tellement souffert de manquer de formation. J'ai eu 0 minute de formation sur comment gérer l'euthanasie et la fin de vie et qu'est-ce qu'on va faire du corps d'un animal qui est décédé. Donc là, nous, on partage des outils, la qualité de vie, comment l'évaluer, quand on ne peut pas nécessairement avoir une visite. Je trouve ça tellement génial, Marie, que tu offres des consultations de qualité de vie. Moi, j'en parle dans mes formations. Je dis aux vétos, s'il vous plaît, donnez l'opportunité à vos clients d'avoir une rencontre avec vous ou en virtuel, parce que c'est tellement plus facile quand on a un animal à la maison qui n'aime pas aller en clinique vétérinaire. Pourquoi se priver de ça? Donc, ça, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je voulais dire après? Ben, moi, je voulais juste mentionner que Eutabag est disponible partout en France. J'ai encore des gens qui me disent: «Ah oui, il y a ça en centrale vétérinaire». Donc, les centrales, c'est là où les vétérinaires vont faire leurs achats de médicaments, de nourriture, de fils de suture et ils peuvent aussi acheter des Eutabag. Et ça coûte en moyenne 10 euros. Ça passe de 7 euros à 20 euros pour un grand danois. C'est moins cher qu'un traitement antiparasitaire pour la dignité. La dignité, ça n'a pas de prix pour beaucoup de gens. Et en plus, si vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Et puis, on ne vous posera pas de questions, mais on croit tellement dans le produit qu'on veut vous accompagner parce qu'on sait que les vétérinaires, c'est très long de changer des habitudes. Puis il y a beaucoup de pression, une pression financière, une pression d'attente. Alors, on a beaucoup de choses à penser, des nouveaux traitements, des nouveaux antibiotiques. Donc, on ne sait plus où donner de la tête. Donc, on est avec vous. On veut juste vous aider à ce que la journée soit moins compliquée parce que c'est tellement exigeant de travailler dans une clinique vétérinaire. C'est en plus, à la fin de la journée, vous devez mettre un berger allemand dans un sac poubelle. Vous êtes obligé de faire une espèce de je n'entrerai pas dans les détails, mais on n'a pas besoin de ça dans la vie. C'est ça que je me suis dit, moi, quand j'ai créé le produit, j'ai dit: «C'est assez difficile comme ça. Pourquoi il faut que je me sente mal en plus de ça, alors que c'est pas de ma faute?» Donc voilà.
Oui, c'est un point important parce qu'on a parlé beaucoup des propriétaires, des familles, pour, l'intérêt de la housse, mais en vrai, je pense que ça a un impact énormément aussi sur, sur le ressenti qu'on peut avoir, au sein de parce que mine de rien, la mise en sac funéraire, on la cache aux gens. On n'en parle pas, on se dit: «Pourvu que les gens ne nous demandent pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant du corps?» et cetera. Alors que, bah, moi, on peut faire le choix de mettre en housse funéraire sans le faire avec les gens, mais on peut aussi le faire avec les gens. Disposer le corps dans la housse funéraire, la fermer avec les gens, c'est quand même un acte de passage, c'est comme fermer, le cercueil. Donc vraiment, moi, je le fais systématiquement avec les gens, sauf les personnes où ça serait trop dur émotionnellement et ça peut l'être, hein. Tu as Enfin, plein de ça raisons. l'est de toute façon, donc des gens qui ne veulent pas le voir. Mais c'est pas du tout la majorité, hein, et après une fois qu'on a fermé cette housse, elle n'est plus ouverte avant la crémation, donc vraiment il y a quelque chose d'important dans ce passage-là. Puis je veux juste rajouter parce que récemment, tu as raison, parce que comme véto, on oublie de penser, tu sais, on se dit: «Ah ben la famille va voir leur animal sur une couverture, sur la table d'examen, il y a même Mmh, un petit matelas, c'est paisible, c'est une belle image». Mais en fait, moi, je me suis rendu compte en parlant aux familles qu'en fait, ils sont comme oui, ils disent rien, ils posent pas de questions, mais ils s'en vont à la maison, puis mais dans quoi ils vont le mettre? beh, Avec qui oui. il va être? Est-ce qu'il va Mmh, toucher un autre animal? Est-ce qu'il va tu sais? Puis il y en a qui ont déjà vu le sac, puis il y en a qui ont entendu parler de scandales dans d'autres mmh, pays, puis ils sont comme: «Est-ce qu'ils vont vraiment le rien?» Puis là, j'ai une vétérinaire à domicile qui m'a dit: «Ben, je leur présente la housse, je leur dis: "Moi, je vais le mettre dans une housse, vous pouvez être présent ou pas"». Et puis là, quand la personne a vu ça, son conjoint a dit: «Ben, ah, mais tu peux lui faire confiance, regarde ce qu'elle utilise». mmh Parce mh, qu'en fait, quand on parle de crémation, les gens ne voient rien. C'est vraiment une question de confiance. mmh, Mais là, au moins, il y a comme quelque chose qui sont capables d'avoir une certaine perception. «Ah, ben, il y a une housse, oh, dans le reste, ça va aller. En fait, si la housse est bien». mmh J'ai mh, aussi beaucoup de gens qui travaillent en milieu hospitalier, ils disent: «Bah, en fait, c'est mieux que ce qu'on a à l'hôpital». mmh Je mh. suis comme: Ouais, 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 complètement. Mmh mh. On va continuer pour laisser un peu place aux questions derrière. Moi, je vais commencer par 3 questions que je vous soumets, c'est mes questions et je vous laisse les poser là, si vous avez d'autres questions pour qu'on les enchaîne après sur le dernier quart d'heure qui nous reste avec Céline. Les premières questions, moi, qui me reviennent enfin, qu'on me pose régulièrement, c'est peut-être plus celle-là ou que certaines personnes osent me poser, mais des fois, on n'ose pas non plus. C'est: «Comment faire si mon animal décède en pleine nuit chez moi?» En effet, je pense, que, il y a des personnes qui appelleront leur vétérinaire et je suis pas certaine que enfin déjà, c'est voilà, les vétérinaires sont, d'un point de vue très pratique, appelés la nuit pour des urgences, incroyables. Quand votre animal est décédé, l'urgence, elle n'est plus là, hein. Vous avez, quand même le temps. Quand je disais: «Il faut faire des choix funéraires assez rapidement après le décès», oui, mais pas dans la demi-heure, pas dans les 2 3 heures qui vont arriver pour finir la nuit et cetera. Par contre, j'entends que vous pourriez avoir besoin d'une écoute et d'une oreille attentive, mais vraiment, c'est peut-être l'occasion, au contraire, de, voilà, de prendre soin du corps de votre animal qui vient de décéder, de l'installer dans un endroit frais, pareil, de le mettre en position physiologique, un petit peu comme s'il dormait. Pourquoi pas de le brosser, enfin, de, voilà, de reprendre contact avec ce corps qui est de ce décès. Quand même, c'est vrai que c'est important, surtout s'il doit y avoir encore, 12 heures, hein, quand on est vraiment au début de la nuit, il faut et notamment dans les périodes de grande chaleur comme en ce moment, il faut vraiment un endroit frais, voire même en fait, mettre des serviettes, humides ou, avoir des pains de glace si vous avez pour mettre, entre ses pattes, sous ses aisselles ou carrément sous son corps pour vraiment, le garder parce que, ça c'est la deuxième question, en combien de temps le corps se décompose? Alors ça prend du temps, mais ce qui est important, c'est en combien de temps la rigidité cadavérique arrive et ça, c'est pareil, on ne peut pas vous dire en combien de temps exactement, mais ça va de quelques minutes à plusieurs heures. Donc c'est de le savoir avant, notamment si, on n'amène pas son animal tout de suite chez le vétérinaire, bah, ça peut être important parce qu'il va avoir une sensation quand vous allez le porter qui va être différente. Tout de suite, quand il vient de décéder, attention, hein, ils sont complètement mous, donc la tête peut balancer, donc vraiment faire attention à la tête pour pas que vous la cogniez quand vous dépassez, le corps de votre animal et après, vous voyez, vous imaginez un petit chat,
en fin d'insuffisance rénale, tout fin, il fait plus que 2,5 kg, tout maigre, et cetera. Lui, son corps va se rigidifier assez rapidement parce que sa réserve d'énergie est tout appauvrie et puis surtout, il est en contact avec sa surface corporelle est très grande par rapport à ce qui reste en lui pour contenir la chaleur, donc il va se refroidir plus rapidement. Mais d'autres animaux, ça va être vraiment plusieurs heures qui vont se refroidir et plus rentrer en rigidité. Attention, au bout de 24 à 48 heures, même un peu avant, 24 heures, c'est déjà long d'attendre 24 heures quand même, il y a de la putréfaction qui arrive. Alors c'est un mot qui nous fait vraiment peur, c'est vraiment les bactéries à l'intérieur du corps qui commencent à continuer à agir et puis il y a une odeur qui arrive. L'odeur, elle peut arriver aussi rapidement quand il y a eu de la diarrhée, etc. en fin de vie. Et c'est là où le corps va se ramollir, d'accord, et va être moins dans la rigidité. Donc vraiment, c'est qui peuvent prendre en charge les animaux décédés 24/24. Oui, dans les grandes villes, en effet. Et vous pouvez à nouveau l'amener directement au crématorium aussi en appelant le crématorium en amont. Mon chien est décédé cette nuit. Le lendemain matin, est-ce que je peux vous l'amener dans la matinée, etc. Je vois Nicolas, je ne sais pas ce qu'il a dit avec les tabac, je précise. Oui, Nicolas, oui, en effet, les vétérinaires à domicile, ils peuvent se déplacer. Mais c'est vraiment dans les grandes structures encore. Moi, là où j'habite, il n'y a pas cette possibilité-là. Et puis, la dernière question qui revient très, très souvent, puis-je être sûre que ce soit bien les cendres de mon animal qui revient après sa crémation? Et à nouveau, c'est cette question de transparence dont on vient de parler, Céline, de se dire, en fait, est-ce qu'on peut vraiment être sûr de ce qui se passe? Et c'est pour ça que moi, souvent, je dis, allez visiter les crématoriums animaliers avec lesquels vous travaillez, les équipes véto, parce que vous vous rendrez bien compte du processus. Parce qu'en vrai, quand les gens nous posent cette question-là et qu'on n'a pas visité nous-mêmes les crématoriums, on leur répond, oui, si, c'est un crématorium qui est partenaire, on l'a choisi pour leur traçabilité, leur façon de travailler, etc. Mais on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin parce qu'on en est certain à 98%, mais on n'a quand même pas visité. Alors que si vous avez visité, moi, je n'ai aucun doute de dire les crématoriums avec lesquels je travaille, je les ai choisis en connaissance, justement. Je suis allée les visiter et je peux vous dire, je n'ai aucun doute. Moi, mon chien, il partira dans ce crématorium-là, les yeux fermés. Parce que il y a, et puis vous pouvez expliquer ce qui se passe, et leur montrer, en fait. Moi, c'est ce qui se passe quand on met en housse, il y a une convention qui est liée à votre animal, qui est liée avec un code barre, qui est liée avec un petit endroit où on peut renoter manuellement aussi le nom de l'animal. Et ensuite, pendant la crémation, ils ont vraiment des badges qui permettent de badger cette housse avec ce QR code, avec le fichier client, enfin le fichier de la famille et de l'animal qui est attenant. Il y a énormément de points de contrôle pendant le processus. Et même dans la crémation, quand elle est individuelle, ils mettent... Alors, Nicolas, pareil, qui est de crématorium, il pourra nous dire comment ça s'appelle. Je me souviens plus et en quelle matière c'est. C'est de l'étain, peut-être, je pense. Une petite pastille qui est mise à côté du corps de l'animal avec un numéro qui permet encore cette traçabilité. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Je dirais que l'erreur est humaine, donc il y a une erreur de temps en temps. J'imagine qu'on ne peut pas dire que ça ne soit pas impossible, mais franchement, je pense que c'est vraiment dur à aller chercher ces erreurs-là. Puis moi, je voudrais juste renchérir là-dessus parce que, tu sais, moi, j'ai attendu 15 ans, je pense, ou un peu plus de 10 ans avant d'aller visiter un crématorium, mais ça a été un tel soulagement pour moi parce que justement, je craignais toujours les questions des gens. J'étais comme, Oui. Puis là, maintenant, après, j'étais capable de dire, oui, alors c'est Chantal qui a créé ça avec son conjoint parce qu'eux, ils n'avaient pas eu une bonne expérience. Et puis, tu sais, là, tu sais que c'est présentable. En fait, j'y suis allée puis je me demandais, de quoi ça va avoir l'air? Est-ce que ça va avoir l'air d'un endroit de récupération de métal? Est-ce que ça va être propre? Est-ce que ça va sentir mauvais? Est-ce que ça il va y avoir des déchets à l'entrée? Je n'ai aucune idée. Je suis allée là, c'est tellement propre, tellement présentable. Je suis allée chez Animacare voir leurs installations. Je veux dire, tu peux faire un pique-nique là-bas, c'est plus propre que chez moi, c'est incroyable. Tu sais, donc là, c'est vraiment... Puis là, les gens le sentent que tu es à l'aise. Et puis, ils sont juste rassurés parce qu'ils ne pourront pas y aller. Donc, c'est vraiment, là, ne vous privez pas de ça. Puis, c'est chouette parce que j'ai assisté à quelques reprises à des visites d'étudiants véto et d'ASV aussi étudiantes qui sont venus au crématorium puis qui étaient vraiment enchantés de pouvoir voir tout ça. Puis,
constater le niveau de qualité du service qui est Mmh. accordé là-bas. Mmh. Et je dirais même plus, même les gens qui travaillent dans Oui! ces crématoriums, Ouais. je pense que ça reste principalement des gens qui arrivent avec, conviction, avec des valeurs, avec, c'est pas pour rien qu'on va travailler, en tant que, agent funéraire dans un crématorium, qu'on soit hôtesse ou hôte d'accueil, enfin ou hôte funéraire d'ailleurs, ça s'appelle comme ça ce métier. On y va, généralement avec le cœur et moi toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ce milieu-là, sont des personnes avec grand cœur et qui accueillent du coup avec compassion, empathie et c'est voilà. Et je dirais qui accueillent le jour de la crémation, certes, mais même en amont, hein, vraiment avec du conseil sur pas mal de choses, d'accompagnement, etc. Donc c'est vraiment c'est en parallèle des équipes vétérinaires sur ces temps, comme tu l'as déjà dit au début de la conférence, Céline. Juste, on passe aux questions. Je voulais vous dire que Solam, je vous ai expliqué qui on était, hein, mais on essaye de faire quand même beaucoup de création de contenu. Et donc, si vous voulez soutenir cette création de contenu, comme ce webinaire-là qui était accessible gratuitement pour vous et que vous voulez nous aider à développer plusieurs projets, notamment l'idée de la création d'une BD autour de l'accompagnement de fin de vie qui est en cours avec une autre collègue veto, Pauline Cochou, qui aime dessiner, notamment à l'aquarelle, et ben, je vous incite à scanner ce QR code où je vais vous remettre le lien derrière pour aller nous soutenir, ça serait sympa. Voilà. Les questions, on va les reprendre ensemble. J'en ai déjà vu au moins une passer. C'était Morgane, après je vais remonter, hein, qui nous disait je trouve que le délai est très long entre le moment où l'animal décède et le moment où on va récupérer les cendres chez notre vétérinaire. Est-ce que tu veux prendre cette question-là, Céline? Et puis je compléterai si tu veux. Ben, je peux pas vraiment me prononcer ici localement en France, puis je pense qu'il y a une variabilité effectivement entre les fournisseurs de services, selon l'entreprise, selon aussi le centre qui est le plus près de votre région géographique, il y a des variations. Puis je pense que c'est de l'ordre de, puis ils travaillent très fort à réduire le plus possible cet intervalle-là, mais je crois que c'est entre 7 et 14 jours. Oui, c'est la plupart du temps. Après, c'est vrai que ça peut être un peu plus long, hein. Des fois, dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, plus de 3 semaines, voilà, Mm. c'est vraiment, très, très long et je pense que ça arrive très exceptionnellement. C'est que, pour être vraiment transparent, c'est qu'il y a un peu de manutention, enfin, en tout cas de transport, Mm. généralement entre vous avez vu, je vous avais mis la carte avec les crématoriums. Il commence à en avoir pas mal, hein, à peu près sur toute la France, mais parfois il y a quand même de la distance à parcourir. Et donc, l'animal est d'abord pris en charge par le vétérinaire. Après, il faut que les pompes funèbres animalières se déplacent pour venir chercher les corps des animaux, les ramènent au crématorium. Après, évidemment, généralement, les crématoriums travaillent sur une zone qui n'est pas toute petite, qui n'est pas qu'une ville, hein, qui est plusieurs villes, etc. Donc, il y a un certain nombre, hein, d'animaux à prendre en charge. On commence à avoir de plus en plus de crémations individuelles. Donc, évidemment, ça va moins vite, hein, techniquement, de passer un animal un par un dans une cellule de crémation pour sa crémation que les crémations plurielles qui étaient un peu plus fréquentes il y a encore quelques années. Et après, en fait, il y a la mise en une et après, ça doit retourner jusqu'au veto. Donc, en fait, même une semaine, c'est très, très rapide, hein, parce que les crématoriums ne peuvent pas se permettre de passer tous les jours chez les vétérinaires. C'est ça qui se passe. Ça serait juste impossible logistiquement parlant. Donc, ça veut dire que les crématoriums passent entre une fois à 2 fois par semaine chez les vétérinaires. Dans les grands CHV, ça va être plus souvent, mais sinon, c'est entre 1 et 2 fois par semaine. Donc, s'il passe une fois, de toute façon, déjà, il y a une semaine entre le moment où on va venir chercher le corps et le moment où on va revenir avec l'urne. Voilà. Après, aujourd'hui, juste pour vous rendre compte, il y a de plus en plus de crématoriums qui offrent la possibilité aux familles de suivre le devenir du corps de leur animal
donc à travers des plateformes. Donc c'est pareil, ça parle à certaines personnes qui vont aller s'y connecter pour voir où est le corps de leur animal, et d'autres, c'est terrible d'aller sur une plateforme pour suivre ce devenir du corps. Ils n'ont pas obligatoirement envie de savoir à ce moment-là. Donc c'est vraiment très en fonction de chacun, mais il y a possibilité vraiment de se connecter et d'aller voir, bah là il est encore chez mon vétérinaire, là il est arrivé au crématorium, sa crémation vient de se passer, donc probablement les cendres sont arrivées chez le vétérinaire. Généralement quand les cendres arrivent chez le vétérinaire appelle assez rapidement, enfin la clinique. Puis je pense qu'on peut dire peut-être, Marie, aussi pour une personne pour qui c'est important de récupérer rapidement les cendres, je pense qu'en amenant l'animal Oui. directement, si on peut le demander au vétérinaire, je vais l'emmener moi-même. Et là, à ce moment-là, ça va vraiment réduire le délai. Oui, oui. Moi, clairement, à domicile, quand j'explique les différentes possibilités, j'explique une dernière en disant si on a préparé ce moment-là, que c'est une euthanasie dont le timing est choisi la journée, par exemple, et ben moi, je peux me permettre de venir le matin faire l'euthanasie. Vous êtes avec votre animal le midi et après, vous vous déplacez au crématorium. Et dans ces cas-là, moi, 2 jours avant, si on a choisi cette date-là, j'ai appelé le crématorium pour savoir s'ils avaient de la disponibilité pour recevoir la famille ce jour-là. Et en fait, tout se passe dans la journée, quoi. Il y a l'euthanasie le matin, la crémation l'après-midi, et ils repartent avec les cendres de leur animal, comme pour un humain quand on va assister à la crémation dès le soir, quoi. Mais bon, ça, c'est quand même plus exceptionnel et c'est dans ma pratique qui est vraiment que je peux adapter très, très fort. C'est difficile pour des vétérinaires en cabinet de pouvoir offrir ça parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes liées au cabinet et à nouveau au rythme, etc., d'une structure que moi qui suis vraiment que dédiée à l'accompagnement de fin de vie. Donc là, j'en parle, mais en vrai, il faut bien comprendre que c'est difficile à pouvoir faire ce genre de choses en cabinet plus classique. Il y a une question de Véronique qui demande comment faire quand les clients n'ont pas les moyens, Marie? Oui, ben non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, hein, parce que ça arrive. Moi, alors, et c'était en regard, je pense, quand on parlait de l'inhumation, parce que l'inhumation ne coûte rien par rapport à la crémation. Je pense que dans un premier temps, Véronique, il faut Parce qu'on parle pour le prix public, hein, c'est à peu près 100 € pour une crémation plurielle. pluriel. Ouais, oui, oui, à peu près. Après, peut-être que dans certains crématoriums, comme j'appelle la familiaux, c'est peut-être des fois un peu moins cher, mais il faut compter à peu près ça quand même. Donc c'est pas rien. Après, c'est pareil, ça peut s'envisager, hein. Donc il y a des familles avec lesquelles on a parlé de même ces aspects très techniques et financiers des semaines et des mois en amont. Et donc c'est toutes les techniques qu'on peut faire, hein, de mettre un peu de côté, de voir si on a de la famille, du soutien dans ses amis qui peuvent permettre justement, on veut absolument une crémation individuelle, mais elle est très chère, avoir du soutien pour que ça soit vraiment la famille entière, les amis qui soutiennent cette crémation. Après, vraiment, je vous conseille, moi, d'en parler quand même aux vétérinaires et au crématorium, parce qu'il y a de plus en plus de crématoriums aussi qui mettent en place des soutiens pour des personnes qui n'auraient pas les ressources financières pour pouvoir... Oui, justement, Nicolas a répondu à la question dans le Ah chat. oui, Ouais, d'accord. il y a La des facilités de carte de paiement. frais, par exemple, Ouais. entre autres, oui. Donc, et en effet, les adaptations de paiement, c'est possible aussi de le faire. Et ça, du côté crématorium, c'est possible de le faire. En tout cas, il faut demander au crématorium. Et des côtés de veto, il y a des vétos qui permettent vraiment de payer en plusieurs fois, que ça soit par chèque ou par des paiements avec des logiciels qui permettent de faire du paiement en plusieurs fois de façon très correcte et respectueuse de tout le monde. Voilà, après, est-ce que je vois d'autres solutions comme Moi, ça? j'avais eu une histoire comme ça. J'avais une cliente, c'était une dame âgée qui avait plus de 70 ans, puis c'était l'automne au Québec, il pleuvait là, à boire debout, puis elle voulait enterrer son animal parce qu'elle n'avait pas les moyens. Puis finalement, elle était venue avec sa voisine, et puis à force de parler de comment on allait enterrer l'animal et tout, on s'est bien rendu compte que c'était impossible. Elle n'avait pas de pelle. J'ai dit, est-ce que vous savez comment aiguiser une pelle ou est-ce que vous allez le faire? Bon, d'accord. Puis finalement, on a transformé tout ça dans une expérience positive où est-ce qu'elle a pu avoir sa crémation privée et puis elle a pu rembourser. C'était une si belle histoire versus j'aurais laissé cette dame partir avec son Golden Retriever, pas de pelle, pas de connaissances. Imaginez le fiasco que ça aurait pu être. Oui, oui.
Et puis c'est pas, enfin, en vrai, hein, c'est pas facile de creuser un trou. C'est ça. Comme tu disais, on est vite embêté par des pierres si. Alors, moi, je suis en Bretagne, alors on est sur un bloc granitique, donc ça peut Des vraiment. racines aussi, des racines Des d'arbres. Souvent, les racines, gens veulent le faire je l'ai déjà fait. J'ai essayé en dessous d'un arbre. Mon Dieu, quel cauchemar! pas difficile aussi, oui, oui, complètement. C'est Christine. Est-ce que les frais sont différents si ça passe par le vétérinaire ou si on va direct au crématorium? Ah, c'est une question un peu difficile à répondre parce que pareil, bah, les vétérinaires pratiquent les. Alors, c'est même pas pratique. Oui, ils pratiquent les tarifs qu'ils souhaitent, mais c'est plutôt que des fois, on a du mal à se rendre compte du prix qui est alloué à l'euthanasie, à la consultation d'euthanasie et le prix qui est alloué à la crémation en elle-même pour les vétérinaires parce qu'en effet, il faut bien expliquer, il y a des vétérinaires qui vont facturer aussi la crémation. Alors qu'il y a des vétérinaires en fait, c'est des modèles de partenariat qui existent entre les vétérinaires et les pompes funèbres animalières. Il y a généralement deux modèles, quoi. Il y a enfin, pas partout, etc., mais un modèle où en fait le vétérinaire s'occupe de facturer l'entièreté et la consultation d'euthanasie et la prise en charge du corps et la crémation. Et puis, il y a des vétérinaires qui ont décidé de laisser la partie crémation au crématorium, vu que c'est son travail. Moi, c'est mon choix. Je peux l'expliquer parce que je trouve que chacun facture ce qu'il fait réellement. Donc, moi, je ne suis pas un crématorium animalier et je ne réalise pas la crémation. Ce n'est même pas du tout mon savoir-faire. Enfin, voilà. Donc, je ne le facture pas et je trouve ça très serein de le faire comme ça parce que du coup, bah, chacun facture vraiment ce qu'il apporte. Donc moi, je facture la consultation d'euthanasie et la prise en charge du corps jusqu'à la levée du corps par les pompes funèbres animalières. Et moi, je m'occupe de la restitution des cendres après aussi. Donc, je pense que j'ai pas vraiment de réponse à ça, à part Ça questionner dépend. le vétérinaire quoi, en amont aussi, en disant et puis faire son choix derrière si vous préférez vous, en fonction du Mais de façon financier. générale, je pense qu'il y a une cohérence. En tout cas, il y a un souci de Oui, cohérence pour que ce soit à peu près équivalent. bah, généralement, oui, 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 complètement. Complètement, mais oui, c'est vrai que je pense que ça se jouera à quelques euros et probablement pas quelque chose qui soit significatif. Je pense que la vraie question à se poser, c'est est-ce que je veux moi-même amener mon animal au crématorium, pas le laisser chez mon vétérinaire, mais parce que c'est dur hein, aussi d'amener son chien ou son chat ou son lapin décédé dans la voiture jusqu'au crématorium. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment en fonction des gens et de ce que vous souhaitez faire. Et à nouveau, hein, bien prévenir le crématorium avant, pas parce qu'ils vous accepteraient pas, mais parce que en fait, généralement, ils savent qui ils attendent, ils vont bien vous accueillir, etc., quoi. Sur les meilleurs soins post-mortem, je suis obligée d'y penser. Je me questionne sur les meilleurs, je pense. Oui, pardon, je voyais pas bien. Soins post-mortem et je suis obligée d'y penser. Bah oui, oui, je pense que c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait toutes les deux avec Céline, hein. Plus on y pense en amont, pas vous allez mettre un pied dans la tombe de votre animal, pas du tout. Au contraire, vous allez tout préparer pour que ça se passe le mieux possible pour lui. Et en fait, ça aura des répercussions d'une sur votre animal pour qu'il soit bien accompagné avec respect, dignité, douceur à la fin de sa vie. Et derrière, si lui, il est bien accompagné, vous, ça va avoir une répercussion immense sur vous, sur votre deuil. Aujourd'hui, c'est prouvé même scientifiquement. Il y a de plus en plus d'études sur le sujet. Il y en a une encore qui est sortie là, il y a 1 ou 2 mois, en 2025, sur l'impact de comment est pris en charge la fin de vie, la toute fin de vie, la consultation d'euthanasie sur la gestion ou le deuil de la famille. C'est pas de la gestion, de comment on vit ce deuil ensuite, et dans le bon sens, hein, avec des corrélations positives. Hein, c'est que mieux l'accompagnement de vie s'est bien passé à la fin de la vie de l'animal, et mieux le deuil se vit avec plus de sérénité sur le long terme. Puis aussi, moi, pour nos amis, nos collègues vétérinaires, je pense que vraiment d'offrir une consultation pré-euthanasie, pour moi, c'est le futur avec quelqu'un comme toi, par exemple, ou avec une ASV ou avec un vétérinaire pour parler de quelles sont les questions que je devrais me poser, en fait, parce qu'on arrive complètement devant l'inconnu, c'est complètement sombre et après coup, on se dit, ah, j'aurais pu faire ça. Puis ça, moi, je veux pas voler aux gens, je veux pas voler
des choses qu'ils auraient peut-être voulu, puis que je leur en ai pas parlé. Donc, voilà, puis après, on peut pas revenir en arrière. Donc, est-ce qu'ils voulaient une empreinte de patte? Est-ce qu'ils voulaient une empreinte de nez à l'encre? Est-ce qu'ils voulaient être présents? Est-ce qu'ils auraient voulu assister? Puis moi, je me dis, toutes ces années, je leur ai jamais dit qu'ils pouvaient aller au coréantarium, mais je les ai privés de quelque chose. Mais donc, on n'a pas le temps en 45 minutes de parler de tout ça, de faire l'euthanasie, de faire ensuite un debrief, de célébrer, de partager en 45 minutes. Puis c'est démontré aussi, il y a une étude, donc justement, au Royaume-Uni, 60% des gens qui venaient de traverser l'euthanasie avec leur animal, 60% les gars, là, ils auraient voulu avoir une consultation. Donc, plus de la moitié auraient voulu se faire offrir une consultation, payante ou pas, je ne sais pas, c'est pas grave, là, parce que de toute façon, après, c'est une question, si on crée une expérience vraiment à la hauteur avec notre client, il va revenir chez nous, tandis que sinon, c'est prouvé qu'une personne qui a vécu une euthanasie, qui n'a pas été enrichie par différentes actions de l'équipe vétérinaire, ne reviendra pas à la clinique vétérinaire. Ça, il y en a un sur 5 ou un sur 3, ça dépend. Puis s'il y a une perception qu'il y a un truc qui n'a pas été fait à la hauteur, l'animal a poussé un cri durant l'injection, on a séparé l'animal des bras de sa famille avant l'euthanasie pour lui mettre un cathéter, plein de petits détails comme ça. On l'a pesé. Peser l'animal, il n'y a rien de mal là-dedans. Non, mais ça peut être perçu négativement par la famille. Pourquoi vous le pesez? Il va mourir. C'est quoi le rapport? Si c'est comme ça, qu'ils ont perçu qu'il y a un truc qui n'était pas bon, qui n'était pas bien fait, là, il y a 40% des gens qui ne reviendront pas vous voir. Puis ça, vous venez de perdre une relation de confiance que vous aviez avec ce client-là. Et ça, c'est tellement, C'est dur parce que tu dur auras pour pu nous. faire tout le maximum sur toute la fin de vie de l'animal, d'amener énormément de choses dans les soins palliatifs, etc. C'est la dernière consultation qui comptera. Et dans l'autre sens aussi, hein, avec beaucoup de reconnaissance, souvent quand ça se passe bien. Et quand tu parles de ces consultations que j'appelle consultation d'annonce ou consultation de soins palliatifs, parce qu'en fait, plus on va développer ces soins palliatifs, et plus c'est évidemment, les soins palliatifs, c'est s'occuper de l'animal, mais au sein de sa famille, donc c'est aussi s'occuper de la famille. C'est des discussions qu'il y a pendant ces consultations-là, et qui amènent, oui, des choix que tu peux faire, mais surtout te questionner aussi sur... c'est très soulageant, hein, des fois, de parler de ça, de vie, de mort, de où on en est. Et en fait, c'est révéler aussi un peu, c'est un peu pompeux de dire ça, mais notre humanité, parce que Non, c'est tout à fait vrai. C'est là qu'on peut la montrer le plus, parce qu'on est tellement empathique de nature. Oui, C'est et vrai. puis il y a quelque chose de très de soulageant, quoi, d'être dans la, voilà, de remplir son devoir de bon gardien, de bon maître, de bon propriétaire, c'est les mots que vous voulez, à ce moment-là. Et c'est en discutant, en fait, de discuter de ces moments vraiment importants. Et c'est au sein de ces consultations un peu plus dédiées, comme tu dis, en effet, que ça peut être fait. Ou d'entretien, Mais hein. peut-être qu'on pourra juste euthanasier un animal. Tandis que là, c'est explique comment ça va se passer, console, fais les choix, l'urne, c'est terrible. C'est pas terrible, mais ça pourrait être mieux. Et là, écoute, on pourrait continuer, hein, Marie, c'est incroyable Ouais, d'être aussi passionnée par un sujet comme ça. ouais. Si vous avez des questions, néanmoins, on va clôturer, en effet, parce que tout le monde va, il y en a déjà qui sont retournés travailler. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter soit Céline, soit moi, soit nous deux, hein, si vous avez d'autres questions qui vous viennent derrière. Le replay va être accessible dans tous les cas. Et puis, moi, Céline, je commence par te remercier très, très fortement d'être venue, et merci pour ce temps d'échange. C'était vraiment chouette. Et au plaisir de le renouveler prochainement, l'année prochaine, on verra, ou sur d'autres formats, parce qu'on se croise de temps en temps. Et puis merci à vous tous aussi d'avoir été présents, et pour vos remerciements qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors attends, hop.